Bienvenue, bonsoir à tous. Merci de suivre Télé Tchad. Voici les titres de votre journal. Long d'environ 1 km, le tronçon reliant le rond-point de l'ancien trésor au rond-point de l'ancienne justice sera revêtu d'une nouvelle couche de bitume. Le ministre des Infrastructures a donné le coup d'envoi des travaux ce samedi. Concours d'entrée dans les lycées d'enseignement technique, 12 640 élèves composent dans les 23 provinces du pays en N'Djamena. Le coup d'envoi a été donné au lycée technique commercial. Hajj 2025, le dernier vol ayant à son bord 167 futurs pèlerins tchadiens a quitté N'Djamena ce samedi à destination de Médine en Arabie Saoudite. Ils vont rejoindre les autres candidats pour affronter les autres rites. C'est tout pour le sommaire. Bienvenue, bonsoir. Je l'annonçais en titre que le ministre des Infrastructures, Idriss Amir Kourda, a lancé ce samedi les travaux de l'aménagement d'une partie de l'avenue Charles de Gaulle. Les travaux d'aménagement concernent donc le tronçon reliant le rond-point ex-trésor à celui de l'ancienne justice sur une distance d'1 kilomètre. Nodjama Koro de Rosine. Améliorer la qualité de la route, la rendre plus durable, permet une circulation plus fluide, ce qui justifie le lancement des travaux de l'aménagement d'une partie de l'avenue Charles de Gaulle par le ministre des Infrastructures, Idriss Amir Kourda. Les travaux d'aménagement du tronçon reliant le rond-point Trésor à celui de l'ancienne justice s'étalent sur une distance 1 kilomètre. Cette opération s'inscrit dans le programme du chef de l'État qui veut faire des infrastructures une nécessité. Le maire de la ville de N'Djamena, Senoussi Hassana Abdoulaye, a relevé que toutes les dispositions sont prises pour que ces travaux soient effectués dans les normes. Le ministre des Infrastructures, quant à lui, donne des orientations à l'entreprise en charge des travaux de respecter le délai d'exécution prévu pour la fin du mois de juin. C'est un axe très fréquenté, mais qui est fortement dégradé. C'est un axe aussi qui relie l'aéroport international au centre-ville et aussi aux grandes institutions de la République, ainsi qu'aux principaux centres commerciaux de la capitale. Ces chantiers s'inscrivent dans la dynamique de la modernisation des infrastructures urbaines, conformément à la vision du chef de l'État. Ces travaux sont confiés dans le cadre des voiries urbaines de 44 de la ville de N'Djamena à la société Soya Satom, et suivi par la mission de contrôle Saphir. Idriss Amir Kourda souligne que cet axe est stratégique, raison pour laquelle il faut le rendre accessible à tous. Cependant, il demande à la population d'être vigilante durant cette période d'aménagement. La ministre secrétaire générale du gouvernement, Dr Ramatou Mohamed Outouin, a eu hier une rencontre élargie aux femmes membres des organisations paysannes de la sous-préfecture de Gamba dans le département de Moïli. Les toutes premières retrouvailles ont permis à Dr Ramatou Outouin de donner des conseils à ses sœurs sur l'accès à la terre. Varilaj. Gamba, cette nouvelle sous-préfecture du département de Moïli dans la province du Mayo-Kibi-Est est une zone d'agriculture par excellence. La ministre secrétaire générale du gouvernement, Dr Ramatou Mohamed Outouin, par ailleurs cadre et fille du terroir, accompagne la jeune féminine pour contribuer à son développement. Face à ses sœurs, composées en majorité des membres des organisations paysannes, elle leur a demandé de travailler la terre nourricière pour accroître la production céréalière. À travers ce message, la ministre secrétaire générale du gouvernement met un accent particulier sur l'agriculture, qui est l'une des mamelles de l'économie du pays. Nous avons souhaité rencontrer des femmes, les différents groupements de Gamba, pour échanger avec elles et aussi pour les appuyer dans les différentes activités qu'elles mènent dans le cadre de l'autonomisation et l'inclusion de la femme. Bientôt, ça sera la saison pluvieuse. Donc, le gouvernement a subventionné les engrais et tout ça. Donc, nous sommes venus mettre à leur disposition, apporter notre appui, acheter ces engrais qui sont subventionnés, mettre à la disposition de ces femmes, mettre aussi à leur disposition des matériels agricoles,
mais aussi faire des plaidoyers pour que ces femmes-là puissent avoir de la terre, accéder à la terre. Et là, aujourd'hui, certains groupements, grâce à nos plaidoyers, ont quand même quelques hectares pour pouvoir cultiver pour elles-mêmes. Et surtout que dans cette localité, les femmes sont organisées. Elles sont structurées, elles sont organisées. Et davantage, nous voulons les renforcer dans leur organisation. La venue de la délégation ayant à sa tête la ministre secrétaire générale du gouvernement, Dr Ramatou Mohamed Outouin, dans la sous-préfecture de Gamba, est un message fort à la population. Cette venue exprime le soutien sans faille des cadres ressortissants de la province à leurs sœurs et frères vivant dans cette contrée du pays. Les femmes présentes à cette rencontre, quelques-unes, se sont relayées pour exprimer leur gratitude à la ministre secrétaire générale du gouvernement. Pour elles, les orientations et conseils donnés par la ministre secrétaire générale du gouvernement seront traduits en actes à l'effet d'amorcer le développement de cette jeune sous-préfecture née en cette phase de la 5e République. La commission de dégagement des rues poursuit ses actions pour maintenir les voies publiques libres. Ce samedi, la commission a sillonné quelques artères de la capitale pour constater et apprécier le respect des précédentes actions. Mohamed Brahima Bakar. Après les opérations de dégagement, place au suivi. La commission de dégagement de rue ne baisse pas la garde. Elle est revenue sur le lieu déjà libéré dans le 2e, 4e, 7e et 8e arrondissement pour évaluer le respect des consignes données aux riverains. Dans plusieurs quartiers, le constat est mitigé. Si certains ont compris le message, d'autres continuent de réoccuper les espaces dégagés. La commission entend désormais sanctionner plus fermement le cas des récidifs. Nous avons répondu aujourd'hui pour constater est-ce qu'effectivement les gens ont respecté les dégrèvements qu'on a fait. On a constaté des bons citoyens qui ont respecté ces mesures-là et qui se sont, qui se sont exécutés, qui ont libéré les voies publiques et qui sont en train même de reculer. Malheureusement, il y a toujours des brebis galeuses qui n'ont pas évacué, qui continuent à rester, et il y a d'autres qui continuent malheureusement à même construire de nouveau. Les récalcitrants seront remis à la police judiciaire et à la justice. Ils doivent répondre de leurs actes. Pour les autorités communales, cette mission est avant tout citoyenne pour avoir une ville propre, ordonnée et accessible à tous. La commission reste mobilisée, décidée à faire respecter l'ordre public. La commune du 3e arrondissement a lancé ce samedi une opération de salubrité et d'assainissement. Pour cette opération, les autorités communales ont prévu des équipements pour faciliter le ramassage des ordures. Ces équipements ont été remis aux délégués des quartiers. Comment c'est injuste? L'objectif du dispositif de propreté et d'assainissement est de faciliter les collectes des ordures dans les maisons et rues en vue de rendre la ville salubre. Lequel dispositif est composé des pousse-pousse, pelles, râteaux et des kits de protection des agents. Selon le maire de la commune du 3e arrondissement, ce projet marque une étape d'action. Pour cette raison, il exige l'utilisation raisonnable des matériels. À vous qui le maniez désormais, je dirais ceci. Ces outils ne sont pas une fin, mais un commencement. Ce ne sont pas des cadeaux, mais des contrats entre nous. Ce ne sont pas non plus des privilèges, mais des devoirs. Armons-nous de ces pelles comme on tire son épée contre l'indifférence et que chaque coup de râteau sonne comme un coup de tonnerre annonçant la victoire de la propriété de la commune du 3e arrondissement. Ayant reçu ce matériel d'assainissement, les délégués des quartiers du 3e arrondissement se réjouissent de cette implication. Selon les autorités communales, le dispositif de propreté et d'assainissement est une phase expérimentale et que d'autres projets s'en suivront pour le développement de la commune du 3e arrondissement. On en vient au deuxième titre de ce journal, concours d'entrée au lycée d'enseignement technique au titre de l'année scolaire 2024-2025. Les épreuves ont démarré ce 31 mai. Le coup d'envoi a été donné au lycée technique commercial par le secrétaire général de la délégation du gouvernement auprès de la commune de N'Djamena, Adam Mahamata. 12 640 élèves composent ce concours dans les
23 provinces du pays. Karnouba Théophile. C'est le lycée d'enseignement technique commercial de N'Djamena qui a servi de cadre au lancement officiel du concours d'entrée dans les lycées techniques des 23 provinces du pays au titre de l'année scolaire 2024-2025. 12 640 candidats répartis dans les 215 centres composent ce concours sur l'ensemble du territoire national. C'est le secrétaire général de la délégation générale du gouvernement auprès de la commune de N'Djamena, Adam Mamad, qui a lancé officiellement les épreuves. Vous avez certainement consacré des efforts énormes pour pouvoir organiser ce concours. À l'endroit des élèves, ne dites pas que je suis en train de compétir pour pouvoir ne pas faire un bon travail. Il vous appartient de prendre les choses au sérieux. Occasion pour l'inspecteur de l'éducation nationale et de la promotion civique de la ville de N'Djamena, Mamad Djibril Saleh, d'exhorter les candidats à travailler dans la sérénité. Car, dit-il, les sujets sont proposés par leurs enseignants, ce qui sous-entend des leçons enseignées par ces derniers au cours de l'année scolaire qui s'achève. Sur les 12 640 candidats, la province du Logone occidental compte le plus grand nombre avec 2187 candidats, loin devant N'Djamena, la cité capitale qui en compte 900. La communauté rwandaise au Tchad a commémoré ce samedi le 31e anniversaire du génocide du Rwanda qui s'est produit en 1994. Al-Habib Mohamed Tenour était de la partie, son reportage. La communauté rwandaise vivant au Tchad commémore le 31e anniversaire du génocide au Rwanda sous le thème « Se souvenir, bâtir ensemble ». Les Rwandais se souviennent encore des victimes de la guerre civile du 7 avril au 17 juillet 1984, une guerre qui a fait plusieurs morts. L'exécution des deux hymnes nationaux du Tchad et du Rwanda était le point fort de cette commémoration. De silence observé à la mémoire des victimes de ce génocide. Le secrétaire général de l'ambassade de la République du Rwanda au Tchad, avec résidence à Abuja, François Ingri Ngoma, représentant l'ambassadeur, a exprimé sa gratitude à la communauté rwandaise au Tchad et au gouvernement tchadien pour cette initiative qui commémore les victimes du génocide au Rwanda. Le représentant du ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et des Tchadiens de l'étranger, a quant à lui félicité cette initiative qui salue la mémoire des disparus. En cette journée de souvenir, le gouvernement et le peuple tchadien tiennent à exprimer leur compassion la plus sincère au peuple rwandais. Nous nous inclinons devant la mémoire des victimes et partageons la douleur de leurs familles et de tous ceux qui portent encore des cicatrices de cette tragédie. Pour immortaliser ces moments de commémoration du génocide au Rwanda, un documentaire illustrant l'histoire de la guerre civile a été projeté pour se souvenir et rendre hommage à toutes les victimes de cette guerre. Dans le cadre du partenariat entre l'Université Senghor d'Alexandrie et l'École nationale d'administration du Tchad, une séance de réseautage pour le master en management des projets a lieu. La séance a lieu donc en présence des auditeurs nationaux et des membres du gouvernement. Dol Neoudou Denis, reportage. Dans le cadre de la mission commune de renforcement des capacités, l'Université Senghor d'Alexandrie et l'École nationale d'administration ENA du Tchad ont noué un partenariat stratégique et technique. Ceci en vue de développer des activités de formation diplômante et professionnelle au bénéfice des cadres tchadiens. Elle incarne notre volonté d'offrir aux auditeurs une expérience concrète faite d'observation, d'échange et de partage avec des acteurs qui chaque jour participent à la transformation de notre pays. Cette première promotion a vu la participation de 41 auditeurs issus des divers secteurs professionnels. La séance de restitution et de réseautage est subdivisée en 3 groupes qui font chacun des observations clés
des recommandations opérationnelles avec une synthèse sur la compréhension des enjeux locaux. Le directeur de l'Université Senghor exprime toute sa gratitude pour ce partenariat. On a amené nos auditeurs dans des structures. Ce que nous recherchons en le faisant, c'est une compétence qu'on appelle du savoir devenir. Ça peut vous inspirer, ça peut vous donner des idées. Juste après la représentation des travaux de groupe, une série de questions et d'échanges a eu lieu en vue de renforcer les liens et favoriser une nouvelle collaboration entre les représentants de l'université, les auditeurs ainsi que les partenaires présents. Le cadre de réflexion des jeunes docteurs a tenu sa toute première assemblée générale. Une assemblée générale marquée par une conférence débat sur le rôle de l'enseignant-chercheur dans le développement socio-économique. Apolline Gani. L'objectif de cette assemblée générale est de redynamiser les activités du cadre de réflexion des jeunes docteurs CRJD et d'engager ses membres dans une réflexion collective sur les défis de l'enseignement supérieur au Tchad. Le président du comité d'organisation, Dr Jimta Franklin, a invité les nouveaux adhérents à participer activement au débat. L'espace de dialogue et d'échange proposé vise à valoriser les idées novatrices et à encourager l'engagement en faveur du progrès dans l'enseignement supérieur. La séance a été présidée par Dr Adoum Inoua, coordonnateur national du CRJD, qui a présenté les objectifs de cette rencontre. Les échanges ont permis aux membres de discuter des défis auxquels sont confrontés les jeunes docteurs dans leur parcours professionnel et d'introduire les nouveaux membres du CRJD. Une nouvelle équipe sera mise en place pour garantir le bon fonctionnement de l'organisation. La conférence débat a permis d'éclairer les jeunes de l'enseignement supérieur au Tchad et de souligner l'importance de l'éducation dans le développement socio-économique du pays. Cette assemblée générale représente ainsi un pas significatif vers l'engagement des jeunes docteurs dans l'amélioration de l'environnement académique et économique. Le président de la Chambre nationale des notaires du Tchad a fait un point de presse relatif aux réunions institutionnelles organisées respectivement à Abidjan et à Dakar en avril et mai 2025. Extrait. Le Tchad, à travers la Chambre et son bureau exécutif, est représenté au niveau d'une union internationale du notariat, qui est la fêtière mondiale du notariat, regroupant 92 pays. Au niveau continental, nous avons une commission africaine des affaires. À titre de membre de ces fêtières, que nous avons assisté dernièrement à 2 assises internationales. Les assises ont permis de dégager quelques points essentiels. Il y a eu l'adoption à Abidjan, en date du 21 avril, d'un nouveau fichier appelé le fichier des dernières volontés. Comme deuxième point, le Tchad a été sollicité pour organiser la 19e université du notariat africain. Ce nouveau code notarial international élargit le champ de compétences des notaires. Le chantier phare est celui de la médiation, puisque la tendance actuelle mondiale du notariat est à la déjudiciarisation des procédures. Ensuite, après l'adoption de ce code, nous avons tenu une primaire au sein du notariat africain qui s'est retrouvée à Dakar. Cette primaire a consisté à porter un choix entre les différents candidats pour une élection qui se tiendra le 2 octobre à Berlin. Des motos et des équipements de conservation des produits ont été disponibilisés aux différents centres de santé du Logone occidental. Un appui du ministère de la Santé publique et de la Prévention, nous dit Koutou Kanklin. Cette double dotation composée de 25 motos et 5 réfrigérateurs permettra de superviser la vaccination, la sensibilisation communautaire et l'intervention d'urgence. Quant aux réfrigérateurs solaires, serviront à préserver la chaîne de froid, notamment dans les zones non électrifiées. Remettant les clés des engins au délégué sanitaire de la province du Logone occidental, Dr Ongram Koulota II, le secrétaire général de la province du Logone occidental, Alandangue Kladombay, a insisté sur l'entretien rigoureux et l'usage responsable de ces équipements. Ces motos affectées uniquement aux activités de santé doivent être bien entretenus et bien utilisés avec rigueur dans le respect strict des normes de sécurité routière.
Réceptionnant les équipements, le délégué sanitaire de la province du Logone occidental, Dr Ongram Koulota II, a réaffirmé la volonté collective d'améliorer l'accès aux soins pour tous et a promis que chaque moto et chaque congélateur soient utilisés de façon optimale et exclusivement au service de la population. La remise des clés des motos, la visite du conteneur contenant les réfrigérateurs et une photo de famille a mis un terme à la cérémonie. Du 28 au 30 mai 2025, le ministère de la Santé publique et de la Prévention à travers le programme sectoriel de lutte contre le VIH-Sida, les hépatites et les infections sexuellement transmissibles organise au camp militaire de Koundoul une campagne de dépistage gratuit. Varelach. Officier, sous-officier, homme de rang, chaque militaire doit connaître son statut sérologique. Un engagement des responsables militaires qui porte déjà ses fruits. À la suite de leurs demandes adressées au ministère de la Santé publique et de la Prévention, aujourd'hui, c'est chose faite. Le programme sectoriel de lutte contre le VIH-Sida, les hépatites et les infections sexuellement transmissibles et le programme national de lutte contre la tuberculose organise au camp militaire de Koundoul une campagne de dépistage volontaire de ces pathologies énumérées. Nous savons très bien le rôle crucial et de premier ordre que l'armée joue dans notre pays. Sur les orientations du ministère de la Santé publique, nous sommes venus pour vraiment dépister gratuitement, prendre en charge éventuellement les cas qui seraient révélés positifs, qu'il s'agisse du VIH, des infections sexuellement transmissibles ou de la tuberculose. Cette campagne de dépistage volontaire fait suite à un constat, relève le coordonnateur du programme national de lutte contre la tuberculose. À peu près 2 millions de gens sont dans la nature qui portent la tuberculose. Au Tchad, en même temps, sur les 27 000 cas estimés, on a pu diagnostiquer que 17 000. Donc il y a à peu près 10 000. C'est pourquoi nous sommes aujourd'hui là avec vous pour chercher activement le VIH, mais on cherche aussi la tuberculose. Cette initiative est appréciée par les responsables du camp militaire de Koundoul. L'objectif est d'allier les efforts sur les objectifs 95, 95, 95, 95 de l'ONU-SIDA visant à mettre fin à l'épidémie du VIH-Sida d'ici 2030. Santé toujours, le village Fourkoumaï, situé à 5 km de Fianga, dans le Mont Ili, a désormais son centre de santé. Le bâtiment devant faire office de centre a été réceptionné le lundi 27 mai. Remadji, Sylviane Madjinga, reportage. L'ONG ADMI, Action pour le développement de Mont-Ili, qui a pour objectif global de contribuer au développement inclusif et résilient avec l'appui et le soutien des initiatives locales, à travers des infrastructures adéquates, a trouvé opportun de lancer les travaux de construction du centre de santé pour aider les habitants de Fort Koumaï. C'est grâce à l'ONG ADMI que le bâtiment devant abriter le centre de santé de Fort Koumaï s'est vu attribuer son autorisation de fonctionner en janvier 2024, relève le médecin-chef du district sanitaire de Fianga. Le centre de santé de Fort Koumaï fonctionnera sous la supervision directe du district sanitaire de Fianga. Après la coupure du ruban, suivie de la visite du local, le préfet du département de Mont-Ili, Mahamad Saleh Haki, souligne que c'est un symbole d'espoir et une réponse concrète aux besoins de santé des milliers d'habitants du village Fort Koumaï. Les autorités locales et administratives espèrent que le personnel médical qui sera déployé dans ce centre, réceptionné par le préfet du département de Mont-Ili, pourra exercer son art avec dévouement et passion, tout en comptant sur l'accompagnement du gouvernement et de ses partenaires techniques et financiers. Cette journée, couplée avec la clôture d'un atelier de formation organisé par ADMI à l'attention des animateurs communautaires, a permis à ceux-ci d'obtenir des parchemins. Dans le cadre de la journée mondiale anti-tabac, le programme national de lutte contre le tabac a organisé une journée d'échange sur ce mal silencieux. Y ont été conviés des enseignants, des journalistes et les acteurs de la société civile. Reportage Ali Mohamed Bello. Au Tchad, selon les résultats de l'étude menée en 2024, réalisée dans les 10 communes de N'Djamena, 43,6% des jeunes adultes de 18 à 40 ans
consomment du tabac. Les chiffres inquiètent et pour inverser la donne, le programme national de lutte contre le tabac opte pour une nouvelle approche. Associés à la lutte, les journalistes, les enseignants et les acteurs de la société civile. Cette année, le thème « Levons le masque sur les produits du tabac et à base de nicotine, démasquons les tactiques de séduction de l'industrie du tabac » constitue un appel pressant à l'action. Il nous invite à exposer et à déconstruire la stratégie pernicieuse dissimulée sous des apparences modernes et séduisantes que l'industrie du tabac emploie pour recruter des nouvelles générations d'adeptes. De cette formation, ils vont sortir mieux outillés, capables d'éloigner les jeunes du tabac, le mal silencieux. L'avenir de nos jeunes est en danger. Nous avons donc l'obligation d'agir en synergie afin de protéger nos populations, car le tabac est un poison qui tue silencieusement mais sûrement. Le défi est donc grand et le programme national de lutte contre le tabac appelle à une synergie d'action pour lever le masque, déconstruire la campagne de séduction mise en place pour traîner les jeunes dans le tabagisme. Une mission de la commission technique de recensement général, du recensement général de la population, de l'habitat et de l'agriculture est dans le Moyen-Chari. Sur place, elle a eu une rencontre avec les autorités locales, nous dit Gertrude Majadungar. Cette rencontre a vu la présence de tous les chefs des délégués et chefs des services déconcentrés de l'État, présidés par le délégué général du gouvernement auprès de la province du Moyen-Chari, Abderrahmane Amat Bargo. Soutient l'objectif de la mission, Boyalngar Batina, ingénieur technicien démographe à l'INSET, précise que leur venue est d'informer et de sensibiliser les plus hautes autorités de la province du Moyen-Chari sur les activités à mener sur le terrain et demander leur soutien sous toute forme pour la réussite de leur travail. Boyalngar Batina a d'abord fait un bref aperçu sur les 2 derniers recensements, tout en confirmant que le 3e recensement passera en 2026. Le délégué général du gouvernement auprès de la province du Moyen-Chari, Abderrahmane Amat Bargou, a insisté sur le recrutement local des agents. Priorité numéro 1, il faut recruter les gens au niveau local. Ça, c'est quelque chose de très important. Si vous ne faites pas ça, la réussite ne sera pas à la hauteur. Ayant pris bonne note de la préoccupation du délégué général du gouvernement, la mission a promis satisfaire la province dans le recrutement des agents. Le délégué général du gouvernement auprès de la Tandjili, Adou Moustapha Brahimi, a organisé une réunion d'information et de sensibilisation axée sur les activités préparatoires au 3e recensement général de la population et de l'habitat. Eric Guedi. L'objectif primordial de cette réunion est d'informer et de sensibiliser l'ensemble des acteurs clés sur l'importance du 3e recensement général de la population et de l'habitat et d'obtenir leur adhésion et leur soutien actif aux différentes étapes du processus. Prenant la parole, le chef des missions, Fangamla Marandi, a souligné que le but spécifique de cette mission est de mobiliser et impliquer activement les autorités locales à tous les niveaux afin de garantir le bon déroulement des opérations de cartographie qui constituent une étape préliminaire cruciale du 3e recensement général de la population et de l'habitat. Le délégué général du gouvernement auprès de la province de la Tandjili, Adou Moustapha Brahimi, a souligné que la cartographie permet de recueillir et de fournir des informations géographiques précises et actualisées qui sont indispensables pour orienter efficacement les politiques et les actions du gouvernement tchadien. À cet effet, il réitère l'engagement de l'administration d'accompagner cette mission pour la réussite de cette opération. Et toutes les autorités administratives, coutumières, traditionnelles, voire sécuritaires, doivent s'engager en amont et en aval pour la réussite de ce recensement général. Pour la province de la Tandjili, l'équipe s'est éclatée en 2. Une équipe dans le département de la Tandjili Ouest et l'autre dans le département de la Tandjili Est et Manga. Dans le Mandoul également, le délégué du gouvernement auprès de la province, Amat Abdallah Fadoul, a rencontré pour un échange les membres de la mission en charge du RGPH 3 à Lignomo.
C'est devant Ahmad Abdallah Fadoul, entouré de ses proches collaborateurs, du maire de la ville, du chef de canton et de quelques chefs de services déconcentrés, que les membres de la mission ont présenté l'objet et les objectifs visés par le 3e recensement général de la population et de l'habitat. Un recensement auquel sera greffé également celui de l'agriculture, prévu mai 2026 et dont les travaux cartographiques ont déjà démarré, indique d'emblée le chef de mission. C'est pourquoi l'importance de sensibiliser et informer les autorités provinciales à l'effet de préparer le terrain pour le calibrage des charges de travail qu'ils auront à effectuer, précise Moyalangar Batina. Ainsi, des zones de dénombrement feront l'objet d'un découpage au prorata des agents recenseurs. Il s'agit, somme toute, selon le chef de mission, de disposer de données fiables, pertinentes et à jour sur la situation des personnes, de l'habitat, mode de vie et de l'agriculture pour planifier le développement. Pour cela, il appelle tout le monde à tout niveau pour une mobilisation afin d'accompagner les agents qui seront déployés. Le délégué général du gouvernement auprès de la province du Mandoul, Ahmad Abdallah Fadoul, dans une présentation sommaire de la cartographie provinciale, se dit très réceptif au message de la mission quant aux dispositions à prendre le moment venu. Mais déjà, Ahmad Abdallah Fadoul rassure qu'une rencontre élargie aux préfets, sous-préfets, chefs traditionnels, sociétés civiles et aux médias sera organisée pour la réussite des opérations. Le ministère en charge du plan et celui de la décentralisation, en partenariat avec l'UNICEF, ont été réunis à la faveur d'un atelier d'élaboration du plan de suivi et d'évaluation du plan de développement de la province du Kanem, sur le délégué général du gouvernement auprès du Kanem, Assef Mohamed Assouni, qui a lancé les travaux. Moussa Boudou Abdoulaye. Dans le souci de la mise en œuvre du plan de développement de la province du Kanem, le ministère en charge du plan et celui de la décentralisation en partenariat avec l'UNICEF renforcent les capacités des membres du CPA et CDA sur l'élaboration de documents de suivi et évaluation du plan de développement 2022-2026. Un document stratégique axé sur la vision 2030, le Tchad que nous voulons. Nous sommes convaincus que vous sortirez de cette session avec un plan bien élaboré qui vous servira à suivre et évaluer à la fin de cette année votre plan de travail 2025. L'administrateur politique et social de l'UNICEF, Wessi Vaisoulaye, a réitéré l'engagement de son organisation tendant à concrétiser le plan de développement au profit des couches vulnérables, notamment les enfants et les femmes. Lançant les travaux, le délégué général du gouvernement auprès de la province du Kanem, Assef Mohamed Assouni, situe l'objectif recherché à travers ces assises. Il s'agit spécifiquement de renforcer les capacités des membres du conseil provincial, du comité provincial d'action CPA et des comités départementaux d'action CDA, ciblent sur les notions essentielles de suivi et évaluation. Cet atelier fait suite aux ateliers sur la révision et d'harmonisation des outils du guide méthodologique et l'atelier d'élaboration du programme annuel d'investissement. Le président de la Fondation Aqua Pacifique, Mohamed Issa Halikimi, a procédé à l'inauguration de 15 forages à usage solaire dans 15 localités dans les provinces du Borkou, du Bar El Ghazal et le Bata. Mohamed Brahma Bakar. Les populations des localités des différentes provinces, notamment celles du Borkou, du Bar El Ghazal et du Bata, ont accueilli avec enthousiasme la délégation de la Fondation Aqua Pacifique, laquelle conduite par son président, Mohamed Issa Halikimi. À l'occasion de cette tournée humanitaire, le président a procédé à l'inauguration officielle de 15 puits de forage à l'énergie solaire, destinés à améliorer l'accès à l'eau potable dans les zones reculées du Tchad. Les bénéficiaires ont exprimé leur reconnaissance pour cet acte salvateur et relèvent l'impact positif de ce projet sur la vie quotidienne des habitants. Ces forages à l'énergie solaire vont garantir un approvisionnement constant tout en respectant l'environnement et l'équité territoriale. Je fais un appel à tous les cadres, non seulement de ce terroir, mais à tous les cadres de régions arides à penser dans ce sens et d'intervenir pour offrir de l'eau potable
aux populations les plus vulnérables. Ces derniers sites d'inauguration où le président de la Fondation Aqua Pacifique s'est rendu, encore un engagement a été pris pour œuvrer en faveur du développement équitable. Nous avons sillonné ces zones en février 2024 avec mon ami Gerasim et nous avons constaté les besoins en eau qui est requérant ici dans cette zone. Nous avons décidé de forer 15 puits et mise en service pour la population. C'est vrai, faire des forages au-delà des 14 parallèles, c'est différent de faire des forages à N'Djamena, dans la Yaramis, voire dans les Canets. Ce projet a vu le jour grâce au financement de Mamad Issa Halikimi et de Gerasim Lebemadiel, témoigne ainsi l'engagement d'un groupe de personnalités à accompagner le gouvernement dans sa volonté visant à assurer aux personnes nécessiteuses de l'eau, un élément important pour la survie de l'homme. L'Association des hommes engagés pour l'environnement et le climat a lancé officiellement ses activités ce 30 mai 2025, nous rapporte Apolline Gani dans ce reportage. Appuyer les services étatiques dans la promotion et la protection de l'environnement et du climat, telle est la mission de l'Association des hommes engagés pour l'environnement et le climat AHEC. Grâce à des programmes de formation, de vulgarisation et de sensibilisation, l'association ambitionne d'enseigner et de partager les bonnes pratiques liées à la protection de l'environnement. Le président de l'AHEC a souligné qu'il est temps que la voix de tous les acteurs sociaux s'élève pour agir en faveur de l'environnement. Aujourd'hui, nous lançons un appel à l'action, un appel à la prise de conscience, un appel à l'unité face à un problème. Car la protection de l'environnement n'est pas une affaire de quelques-uns, c'est notre affaire à tous. Le conseiller du ministre de l'Environnement a relevé l'importance de l'engagement communautaire dans la préservation de l'environnement. L'AHEC, dont les contributions et la réalisation de cette initiative sont remarquables. Il cible particulièrement les secteurs essentiels qui sont la lutte contre la désertification, la biodiversité et le changement climatique. Le lancement de l'AHEC représente une lueur d'espoir dans un contexte environnemental de plus en plus préoccupant. Avec une équipe dynamique et des objectifs clairs, cette nouvelle association se positionne pour jouer un rôle prépondérant dans la sauvegarde du patrimoine naturel. Le président du mouvement des jeunes solidaires d'Afrique, Adam Arja Hassan, a fait un point de presse comme première activité de cette jeune association extrême. Notre mouvement naît d'un constat simple mais puissant. Nous refusons d'être une génération des spectateurs. Nous choisissons d'être des acteurs du changement, des bâtisseurs de progrès et des défenseurs d'une Afrique unie, forte et prospère. Le Tchad, comme beaucoup de pays africains, fait face à des défis majeurs. Ces défis peuvent être transformés en opportunités si nous agissons ensemble avec solidarité et détermination. Les engagements du MISA s'articulent autour de 4 priorités. 1. Promouvoir l'éducation et la formation. Plaider pour un accès équitable à une éducation de qualité. Encourager l'innovation et l'entrepreneuriat jeune. 2. Renforcer la solidarité panafricaine. Briser les barrières ethniques, religieuses et régionales. Travailler en réseau avec les autres mouvements de jeunesse tchadienne et africaine. Le MISA s'engage à accompagner la politique du Marshal du Tchad, chef de l'État, pour la réalisation de son programme politique et économique, axé sur le 12 chantiers déclinés en 100 actions. En littérature, un nouvel ouvrage vient enrichir le débat autour de la transformation du secteur agro-pastoral au Tchad, intitulé Tchad, le dialogue public-privé au service de la dynamisation de la filière abattage viande. Ce livre de 70 pages, publié aux éditions L'Harmattan, l'auteur, Maître Jean-Bernard Padaré, l'a présenté ce samedi 31 mai 2025. Mohamed Brahma Bakar. Tchad, le dialogue public-privé au service de la dynamisation de la filière abattage viande. Une œuvre qui apporte un éclairage nouveau sur les enjeux de la modernisation de l'une des filières les plus promoteuses de l'économie tchadienne. Publié aux éditions L'Harmattan, c'est un livre de 70 pages qui se veut un outil de réflexion et de plaidoyer pour une meilleure collaboration entre les acteurs publics et privés, afin de structurer
durablement la filière abattage viande. L'auteur Jean-Bernard Padaré analyse le défi, les opportunités et propose des pistes concrètes pour faire de cette filière un levier de croissance inclusive. Ce livre est né d'un constat, celui du potentiel immense, mais encore largement sous-exploité de la filière élevage-abattage viande au Tchad. Il est aussi né d'une conviction profonde, celle que le dialogue entre les secteurs publics et privés est non seulement souhaitable, mais indispensable pour construire une chaîne de valeur durable, compétitive et inclusive. À travers ces pages, j'ai voulu partager une réflexion documentée, étayée par des données de terrain, mais aussi une vision d'une filière structurée, modernisée, où chaque acteur trouve sa place et voit son rôle valorisé. La cérémonie a réuni un parterre de personnalités éminentes. Plusieurs orateurs ont salué la pertinence de l'ouvrage, le qualifiant de contribution stratégique à l'amélioration de la compétitivité du secteur. Dans ce livre, une page importante s'ouvre dans la réflexion autour de la valorisation de la filière viande, un secteur stratégique pour l'autosuffisance alimentaire. Religion Hajj 2025, le dernier vol des futurs pèlerins tchadiens a quitté N'Djamena ce samedi à destination de Médine en Arabie Saoudite. 167 pèlerins étaient à bord de l'avion. Mohamed Souleymane. La dernière vague des futurs pèlerins tchadiens a quitté N'Djamena ce samedi à destination de la Médine. Après la formalité, 167 futurs pèlerins tchadiens ont été embarqués à bord de cet avion. Pour le deuxième rapporteur de l'organe de régulation de la gestion du pèlerinage, toutes les dispositions ont été prises pour que les pèlerins tchadiens passent leur séjour dans de très bonnes conditions. Et l'ORGEP a pris toutes les dispositions pour que le Hajj qui va commencer bientôt se passe dans les meilleures conditions d'hébergement, de restauration, d'encadrement sanitaire, sécuritaire et religieux. Mamassar Douga a également saisi l'opportunité pour exprimer au nom du président de l'ORGEP sa gratitude à l'endroit des plus hautes autorités du pays pour leur soutien conséquent. Je voudrais, au nom du président de l'ORGEP, adresser à son Excellence le maréchal Mohamed Idriss Déby Itno la profonde gratitude de l'ORGEP pour les conseils qu'il a donnés de faire en sorte que ce pèlerinage se passe dans les meilleures conditions. Pour le pèlerinage de cette année, l'ORGEP a mis à la disposition des pèlerins tchadiens 19 vols. Au total, 6601 futurs pèlerins tchadiens sont déjà sur la Terre Sainte pour accomplir leurs devoirs religieux. Il s'agit du 5e pilier de l'islam. L'avion transportant ces pèlerins a décollé à 13h30 environ. Nécrologie à présent, le général à la retraite Idriss Moussa Ismail n'est plus. Il est décédé ce samedi en Égypte, né en 1951 à Hadjer dans le canton Ourel, province du Bata. Feu Idriss Moussa Ismail est titulaire d'un baccalauréat série A4. Il a occupé plusieurs postes de responsabilité au sein de l'armée nationale tchadienne. Général Idriss Moussa Ismail était décoré au titre de chevalier, ordre mérite militaire. Il est marié et père de 12 enfants. Paix à son âme. Sur ce, mesdames et messieurs, se referme cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi.